Le Niger est le pays le plus pauvre selon les statistiques des Nations Unies sur l'index de qualité du développement humain dans le monde. Le Niger occupe la dernière place, quelquefois l'avant-dernière place, mais ça retombe sur la dernière place et ça reste là. Et en effet, qu'est-ce que ça représente dans la vie quotidienne? Ça représente que les gens sont obligés de vivre d'un revenu moyen par tête et par jour de 1,30 €, pas plus que ça. Le pays ne dispose pas de ressources vraiment très riches. Les seules ressources qu'il a, c'est le charbon, c'est le pétrole surtout, mais qui pour le moment s'exporte à des prix plus que faibles, et l'uranium qui ne permet pas non plus de donner des perspectives économiques encourageantes à ce pays-là. Alors la pauvreté est un phénomène général, et si je compare ce que j'ai vu il y a 30 ans et avec ce que je vois aujourd'hui, je constate que les jeunes à l'époque ont vécu de la même manière que vivent aujourd'hui leurs fils ou leurs petits-fils 30 ans plus tard. Alors ils portent les mêmes vêtements, ils portent les mêmes sandales en caoutchouc, ils poussent les mêmes brouettes pour traverser la ville et essayer de vendre alors les fruits et des légumes. Donc on peut dire qu'ils vivent exactement de la même manière que la génération de leur père. Une génération perdue alors. Et je suis venu à la mission de Torodi. On va travailler avec les districts d'Espagne, avec des laïcs aussi, dans le point de s'insérer dans la culture du peuple, le Peul, le Germain, le Gourmanché. Mon travail, c'est d'étudier la culture et la langue du peuple pour pouvoir vivre avec eux. C'est le premier point, vivre avec eux. Un peuple qui est pauvre, le plus pauvre. Et c'est à partir de là qu'on peut lutter avec eux contre la pauvreté. Et c'est à partir de là qu'on peut faire des développements. Mais on a compris que tout ce qui s'est fait jusqu'à là, ça n'a rien fait, quoi. Ils ont fait beaucoup de choses, les ONG, les coopérations internationales, mais ils ont laissé un peuple complètement dépendant et maintien. Nous, on le considère maintenant parce qu'on est blanc, on a de l'argent et on nous appelle projet. Voilà, c'est projet qu'on nous appelle. Et pour nous, ça, ce n'est pas de l'évangélisation, mais non plus de développement. Parce qu'on n'a pas touché le peuple au profond, là. Voilà pourquoi on utilise maintenant, nous on veut utiliser dans notre méthode de mission le mot inculturation, qui a été oublié par l'Église catholique. C'est-à-dire s'insérer et comprendre le peuple là où nous sommes, à tous les niveaux. Et c'est à partir de là qu'on peut lutter contre la famine, contre les problèmes de la forêt, des certifications. Nous sommes ici à Kankani, dans la frontière à 2 km avec la frontière de Burkina Faso. Dans ce territoire gourmanché, nous sommes confrontés à un grave problème de certification qui a déjà commencé beaucoup d'années. C'est un problème politique à résoudre, mais que pour le moment, ils n'ont rien fait. Et aussi, c'est un problème de la pauvreté, que les gens ne trouvent pas une autre chose pour pouvoir vivre que couper les arbres. Cette taille abusive des arbres, comme vous voyez, est en train de produire une grave désertification dans la région.
avec les conséquences que nous tous déjà nous connaissons. Et on devrait diminuer le prix, par exemple à Niamey, du gaz pour que les femmes puissent se préparer avec du gaz. De cette manière, la vente de bois sera diminuée. Mais il n'y a pas de changement, il y a des intérêts aussi pour maintenir ce commerce de bois. Et pendant 8 mois, dans la région, il ne pleut pas. Et nos jeunes, ils ne trouvent une autre chose que partir pour couper les arbres. Vous voyez qu'on ne voit presque même pas des arbres. Les gens, nous sommes dans la paroisse, c'est 1 kilomètre d'ici. Et les gens disaient, avant, nous ne voyions pas les camions passer à cause des arbres. Maintenant, nous voyons tout, jusqu'aux pneus. Les gens n'arrivent pas à comprendre les conséquences de la désertification. Et la terre qui deviendra chaque fois plus pauvre. Et l'unique, la base de l'alimentation, c'est les milles. Alors ça va changer aussi toute la manière de cultiver les milles. Nous voudrions chercher des opportunités aux jeunes avec des différents métiers, des petits métiers qui puissent travailler dans la région. Mais le grand défi, selon moi, c'est de pouvoir créer une école agricole, peut-être à Torodi, pour pouvoir retourner à la terre avec une autre mentalité, des autres instruments, et avec une autre manière de regarder l'unique richesse qu'ils ont, que c'est la terre. Ils n'ont pas une autre chose. La misère, ça avance, disons, à une vitesse alarmante. Et des fois, nous vivons cette impuissance de voir passer par jour 15 camions vers Niamey, dans la région Gourmantche. 15 pour dire un nombre. Et sans savoir comment fermer, arrêter tout ce qui se passe autour de nous. Et surtout en voyant les conséquences d'ici à... Je disais aux gens, d'ici à 15 ans, vos enfants devront émigrer pour chercher de nouvelles terres. Alors pour moi, c'était urgent de commencer une école agricole. Nous avons déjà des petites formations que nous avons initiées. Il y a 3 ou 4 sessions que nous avons faites, mais pour le moment, il me semble que c'est trop petit cette mesure pour pouvoir nous confronter à ce grand défi. D'une manière paradoxale, les gens appellent ça projet. Ça c'est l'anti-projet, mais ils l'appellent le projet parce que le gouvernement avait donné l'autorisation de couper les bois secs. Mais comme disait un prêtre d'ici, de Torodi, donnez-moi un hache que je vais te donner des bois secs. On coupe tout. Et nous avons obtenu cette année des microcrédits pour commencer des métiers, pour élever des agneaux et pour introduire les gens à l'alphabétisation, que sans éducation, on ne peut pas combattre la pauvreté. Alors cette possibilité de pouvoir éduquer un peu les gens, d'avoir un autre regard sur la réalité, une autre manière de lutter. Je travaille ici à la mission de Torodi et puis
en recherche forestière avec l'Université de Maradi. On a un projet de recherche pour voir comment on peut récupérer la végétation autochtone et conserver la végétation existante, surtout les arbres alimentaires, les arbres qui donnent à manger aux gens. Le projet est basé sur la participation des paysans, parce qu'on a vu qu'il y a eu une désertification. Nous, on veut travailler dans la zone où on trouve toujours des végétations qui restent. Et la situation est un peu limite ou dramatique, puisqu'il y a eu plusieurs sécheresses qui se sont suivies. Et puis, il y a une pression humaine très forte. Donc, les gens, pour cultiver, ont besoin de couper les arbres. Ils ont besoin aussi pour préparer la cuisine, pour chauffer. Donc, tous ces agents-là ont contribué à la désertification. D'un côté, c'est le climat, et puis d'un autre côté, la pression humaine, avec la pression aussi du bétail. Bien, nous sommes confrontés ici dans la région aux deux problèmes au point de vue pastoral. C'est une nouvelle polygamie de garçons qui ont reçu le sacrement de mariage, bien sûr le baptême, et après quelques années, ils prennent une deuxième femme. L'autre problème, c'est les mariages forcés ou bien arrangés. Des jeunes filles comme celle-ci, que vous voyez, ils ont choisi déjà il y a quelques années leur mari. Certaines d'entre elles, ils n'en veulent pas. Mais au point de vue culturel, c'est presque impossible de faire marche derrière. Et ça nous présente un problème aussi parce qu'à l'heure de faire un mariage chrétien, c'est la liberté. Sans liberté, il n'y a pas de sacrement. Alors, cela signifie pour nous un grand défi de faire des dialogues avec la famille, avec les parents, avec le vieux, les vieilles, pour essayer de présenter ce que l'Évangile, en tant que vient questionner la culture, les saintes valeurs de la culture, et vient à faire grandir les valeurs culturelles. Alors cette affaire de mariage forcé ou arrangé, évidemment pour l'Évangile c'est une anti-valeur qu'il fallait corriger, et avec beaucoup de patience bien sûr. Et que la CEI nous avait donné deux petits projets de 5 000 €, un pour relever les agneaux et pour faciliter l'entrée à l'alphabétisation des filles. Et sans l'éducation, c'est impossible de combattre la pauvreté. Et après, l'autre projet, c'est pour les métiers, les petits métiers, de ceux qui vont rester ici dans les villages. Mécaniciens de moto, de vélos, couturiers, et après pour tisser des lits. Par exemple, c'est des jeunes filles, ils sont choisis pour devenir couturières. À la fin de leur apprentissage, ils vont recevoir une machine à coudre, bien sûr,
Mais dans les villages, il y a déjà des autres travaux comme ça, des autres métiers comme ça. Et c'est pour cela que je dis, c'est une manière symbolique de dire nous voulons penser, réfléchir ensemble pour trouver des autres moyens. Évidemment, ce n'est pas simple le problème, ce n'est pas facile de le résoudre quand il n'y a pas au niveau politique des autres propositions. Bon, mais nous ne voulons pas nous décourager, nous voulons être toujours être sujet d'espérance en face des jeunes surtout. Hein, et les inviter à ne pas rester passifs, à ne pas baisser les bras et continuer le combat, continuer la lutte. Mais nous savons que c'est bien difficile.